À toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau exposé qui porte essentiellement sur une étude comparative d'algorithmes d'optimisation sans contrainte. Alors, on s'est lancé un peu dans ce challenge pour pouvoir diffuser et montrer très exactement comment est-ce qu'on peut faire une interprétation graphique dans le cadre de l'optimisation sans contrainte et par après de mener une étude comparative. Ici, on va s'intéresser particulièrement à trois algorithmes qu'on a sélectionnés pour des raisons d'utilité et d'efficacité, on va dire comme ça. Le premier, c'est le Basic Trust Region. Le second, c'est la méthode de Basilea-Borwin. Et le dernier, Adagrad, qui est utilisé en machine learning. Parfois, dans des modèles de machine learning, des optimisateurs qui sont utilisés sont effectivement l'Adagrad. Alors, on ne va pas entrer très en profondeur sur ces algorithmes, mais si on peut dire un mot, le Basic Trust Region, le modèle de région de confiance, suppose ici que la fonction objective est inconnue. Et donc, de ce fait, à chaque itération, l'idée sera de déterminer un modèle M de F, F ici pour fonction objective, M pour le modèle qui approxime au mieux F, dans une certaine région qu'on va dire de confiance. Et donc, le modèle est plus ou moins local. Et donc, pour ça, on va se définir un rayon de confiance au cours duquel on le mettra à jour au fur et à mesure qu'on évoluera dans l'algorithme. Après avoir déterminé ce modèle localement à un itéré, pour un itéré bien précis ou bien à une étape dans l'algorithme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la direction dans laquelle il faudra décroître, un peu comme une direction de descente. Et donc, c'est l'algorithme en général de Steno-Toine qui nous permet de déterminer la direction de descente. Et après d'avoir déterminé la direction qui nous permet d'entrer dans le modèle, tout simplement mettre à jour l'itéré. La mise à jour ici, je précise, elle dépend de la nature du modèle en fait qu'on se donne. Les deux autres algorithmes n'ont rien d'étrange en réalité, si ce n'est que sur la façon dont on met à jour le pas. Et donc, on va dire que la direction ici, c'est celle de moins le gradient de f. Donc, pour les deux algorithmes, on suppose qu'on connaît la fonction objective, mais la façon dont on va multiplier ou bien la façon dont on prend les pas d'itérer vont être différents. Donc, pour évaluer plus ou moins ces trois algorithmes-ci, on va voir sur ces trois fonctions, comment est-ce que ces trois fonctions, ces trois algorithmes agissent de façon numérique sur la détermination du minimum de ces trois fonctions. Et donc, vous pourriez après reprendre ces trois fonctions si vous le voulez et vous-même peut-être numériquement essayer de trouver le minimum de ces fonctions en utilisant ces trois algorithmes. Donc, de façon graphique, c'est parfois très, très intéressant de voir l'évolution de chacun de ces algorithmes. Et je propose ici trois graphes qui sont des graphes assez atypiques pour une interprétation. Je vous conseille ou je vous recommande en général lorsque vous voulez faire une interprétation de tel type d'algorithme pour la détermination du minimum, d'avoir justement une représentation des lignes de niveau qui nous donne l'évolution des itérés sur le graphe 1 de l'algorithme. Et cela nous donne plus ou moins, on pourra lire, et je vais le faire tout à l'heure, si l'algorithme pourra être rapide ou pas. Le graphe 2 nous donne la décroissance de la fonction f. On aimerait bien, vu qu'on reçoit un problème de minimisation, qu'à chaque itéré, que l'image de l'itéré par la fonction soit d'autant plus petit que qu'on avance dans l'itération. Et particulièrement pour le Basic Trust Region, il faut voir la région de confiance, le rayon de confiance, comment est-ce que ça évolue. Et enfin,
la convergence, ou un seuil bien fixé. En l'occurrence ici, nous travaillons avec une précision de 10 puissance moins 6. Donc, est-ce qu'on atteint assez rapidement ce seuil qu'on s'est fixé? Alors, si on passe à proprement parler dans l'interprétation, on voit que sur le graphe 1, on a des courbes de niveau avec l'évolution de chacun de nos itérés. Euh, Là, on a l'initialisation. Au premier pas, on est à cet endroit. Et on aurait bien voulu que après la première itération, que notre point pointe, ou bien que notre direction pointe vraiment vers le centre. Mais c'est justement ça le problème avec les matrices qui sont mal conditionnées au sens où le conditionnement est plus ou moins très grand par rapport à 1. Alors, au lieu d'avoir des cercles concentriques, on a plutôt des ellipses comme ça. Donc, c'est ça qui fait on ne se dirige pas toujours vers le centre. Donc là, on pointe quelque part qui n'est pas le centre, en fait. Et donc, il va falloir à chaque fois corriger le modèle et faire à ce qu'il pointe vers le centre. Donc, ça peut ralentir plus ou moins l'algorithme hein, lorsque la matrice est mal conditionnée. Mais là, on voit que le rayon de confiance, en fait, euh, le rayon qu'on se choisit, delta K, il est constant. Et cela témoigne du fait que le modèle, en fait, n'est pas un si bon modèle que ça. Donc, l'erreur entre le modèle et F est relativement constant aussi. Enfin, l'erreur est majorée par le conditionnement fois euh, une quantité fonctionnelle de ce pas. Donc, s'il est constant, naturellement, l'erreur est constante. Malgré ça, l'algorithme converge en 6 étapes. Donc, néanmoins, malgré le fait qu'on n'approxime pas bien la fonction objectif, on a quand même une convergence en 6 étapes. C'est plus ou moins rapide. Et donc, on va évaluer l'autre algorithme, Casillet-Borwin. Si on n'a plus besoin de faire recours à des à des régions de confiance ou bien des rayons de confiance, pour la simple raison que ici les fonctions sont connues. Donc, on aura toujours notre graphe là, euh, des lignes de niveau qui nous donnent des itérés. Là, ici, avec les ellipses, on peut voir que notre matrice, hein, enfin, on va dire la Hessienne, si vous voulez, est mal conditionnée. Et donc, de fait, ça fait que la direction ne pointe pas directement dans le centre. On est obligé de bifurquer comme ça et de corriger à chaque itération le tir. Et au graphe 2, ici, on voit plus ou moins l'erreur, la courbe d'erreur à chaque itéré. C'est quoi la courbe d'erreur? C'est-à-dire à chaque itéré, on évalue le vrai minimum et le minimum numérique qu'on obtient à l'itéré K, disons. Et donc, on voit que la courbe est décroissante. Ça montre qu'on se rapproche de mieux en mieux de la bonne solution. Jusqu'au final, euh, atteindre la précision machine. Enfin, le seuil par la précision machine, le seuil qu'on s'est fixé de 10 puissance moins 6. Et donc, on s'arrête et on dit il y a convergence. Le dernier algorithme est un peu assez atypique, en ce sens qu'au graphe 1, on voit qu'il y a une pénibilité à avancer dans le modèle. On voit que les pas se font de plus en plus petits lorsqu'on se rapproche, on s'essaye de se rapprocher de la solution. Cela témoigne déjà du fait que l'algorithme est très lent. Et on peut le voir ici hein, avec le graphe 4, qu'on atteint la précision qu'on s'est fixée de 10 puissance moins 6 après sans itérer. Donc, malgré le fait qu'on décroît quand même dans le modèle, ici on peut le voir avec le graphe 3, donc les itérés quand même permettent de décroître la fonction à f, donc c'est cette courbe en noir, mais la décroissance est très lente. Donc voilà plus ou moins une façon assez astucieuse d'interpréter de façon graphique le comportement de ces trois graphes. On peut en extraire beaucoup d'informations. Je vous conseille vraiment d'avoir toujours ces trois graphiques, des lignes de niveau pour nous voir plus ou moins si la matrice est mal conditionnée ou pas. Ça nous permet de voir si l'algorithme va être lent ou pas. Et d'avoir aussi un graphe qui nous donne la décroissance dans le modèle et un autre aussi qui nous dit si
la fonction converge ou pas. Je rappelle que la convergence ici, c'est en termes de la norme du gradient. Théoriquement, lorsqu'on fait dans l'optimisation, on s'attend à ce que si x0 minimise une fonction f, alors le gradient de f en x0 soit nul. Donc numériquement, la convergence est par rapport à cette norme du gradient. Alors en fin de compte, pour évaluer ou pour comparer ces trois algorithmes, ce qu'on va faire, c'est se baser sur trois critères, la robustesse, l'efficacité et la précision. La robustesse, c'est en termes de convergence. Est-ce que la limite ou bien asymptotiquement le gradient, la norme du gradient est nulle? Bon, comme on est d'un point de vue numérique, nul sera, est-ce qu'il euh, est plus petit que la précision qu'on s'est donnée. L'efficacité ici, c'est en termes de convergence, de rapidité. Est-ce que l'algorithme est rapide et la précision, c'est est-ce qu'on atteint, on a une bonne précision euh, du minimum qu'on trouve. Si le minimum c'est 3, est-ce qu'on a une bonne précision, c'est-à-dire comment est-ce que la norme de 3 moins la solution qu'on obtient est relativement faible. Donc, on a dressé un petit tableau où on fait un petit résumé. On donne en X style ici, X en principe, c'est X style 2 puisque nous sommes en dimension 2 on donne les solutions euh, numériques qu'on trouve et on compare cette solution par rapport à la vraie solution X étoile pour pouvoir évaluer la précision et on calcule la norme du gradient 2 pour avoir la robustesse et le nombre d'itérés. On peut voir que Basic Trust Region est rapide, en ce sens qu'il se fait en 6 itérés comparativement aux deux autres qui sont plus lents. Et l'Adagrad l'est encore davantage. Il est très lent. On a 99 itérations à avoir avant d'avoir une convergence. Mais autant le Basic Trust Region est rapide, autant le Basilea Borrowing sera plus précis et plus robuste. Donc vraiment ici, on ne peut pas décider de façon objective lequel de ces, du moins deux premiers algorithmes est meilleur que l'autre. Parce que si on veut statuer sur l'efficacité, la rapidité, on dirait que c'est le premier. Mais si ce qui nous préoccupe, c'est vraiment la précision et la robustesse, on choisirait le basic Boeing. Donc, d'un point de vue numérique, il y a toujours un compromis à faire. On ne peut pas, de façon absolue, dire que tel modèle est meilleur que l'autre. Il faut toujours se donner des critères. Est-ce que c'est un problème de rapidité? Est-ce qu'on n'a pas assez de temps? Alors, on peut faire un compromis, OK. On prend, quitte à privilégier la rapidité, l'efficacité, on peut choisir le premier. Ou bien, si c'est la précision, si on est vraiment dans un problème où on a besoin de la précision, de la justesse dans l'approximation, on peut prendre le deuxième. Et ainsi, on fait de même pour la deuxième fonction. Et on a plus ou moins les mêmes interprétations, hein. Ici, on a toujours que la région de confiance est très rapide par rapport aux deux autres. Adagrad maintient son niveau de lenteur. Il converge en 41 itérations. Mais la différence ici avec la fonction 2, c'est que la fonction Basic-Trust Region bat à plat de couture les deux autres fonctions. Autant sur la précision, on est de l'ordre, je dirais, de l'epsilon machine hein, à 10 puissance moins 17. Et aussi avec la robustesse. Donc vraiment ici, là, on peut décider de façon objective que pour la fonction F2, c'est BTR qui est le meilleur algorithme. Donc vous voyez un peu qu'avec la fonction F1, on n'arrive pas à décider, avec F2, on décide. Donc non seulement choisir le meilleur algorithme est problématique, mais aussi le choix dépend de la fonction qu'on si on voit que, il y a aussi un compromis à faire entre les deux premières fonctions. Adagrad, ici, est très lent, il converge en 1000 étapes, donc on peut choisir entre BB ou BTR.
Ici, alors, on a changé en termes d'efficacité. L'algorithme qui est devenu rapide, c'est BB, Basilea Borwin. Il se fait en 7 étapes, en 7 itérés, tandis qu'il n'est pas plus robuste que Basilea, la région de confiance, autant pour moi. Là, on a une précision de 10 puissance moins 20 contre 10 puissance moins 15. Et là, c'est de 10 puissance en termes de robustesse, moins 17 contre 10 puissance 12. Donc, vraiment, ça réaffirme l'idée que choisir le meilleur algorithme pour trouver un minimum demande un compromis. Et on va voir à quel point le préconditionnement, ici la notion de préconditionnement, on n'ira pas plus loin dans cette notion, mais comment est-ce que le préconditionnement peut permettre d'accélérer certains algorithmes. On prend un modèle ainsi, f est donné de cette forme, f de x est égal à 1 demi de x transposé a, x moins b transposé x. Donc ça, c'est visiblement une quadrique. Et donc, selon la nature de A, on peut avoir une fonction strictement convexe. Ainsi, A est définie positive et symétrique, comme c'est le cas. On a une fonction qui est strictement convexe. Enfin, le gradient, la hessienne de f, ce n'est rien d'autre que A. Donc, on voit ici que si on applique la méthode, par exemple, du gradient conjugué à une matrice A bien choisie, dont le conditionnement c'est 6, on a le résidu ici, c'est entendu, si vous voulez, le résidu c'est entendu ici comme, parce que si x est solution, en principe, le gradient de f va donner 0, et le gradient de f, ce n'est rien que a, x moins b. Et donc, c'est ça qu'on appelle le résidu. Donc, ici, on voit qu'en français, étape, le résidu donne 10 puissance moins 12. Et donc, on voit aussi, en appliquant la méthode du gradient conjugué, qu'on a une décroissance. Là, c'est pour une matrice de conditionnement 6. Pour une matrice de conditionnement 400, on voit que l'algorithme est d'autant plus lent avec cette concavité. Autant ici, on avait une évolution linéaire, ça devient assez concave. Donc, ça montre que l'algorithme devient de plus en plus lent, ce qui prouve que le conditionnement de la matrice qu'on utilise a un effet sur la rapidité de l'algorithme. Alors, comment faire pour améliorer cela? Il y a le préconditionnement. Alors, on a opté pour un préconditionnement de Jacobi, autant pour la matrice A1 de conditionnement 6 que pour la matrice A2 de conditionnement 400, n'a visiblement pas un grand effet. Donc, on va passer à un autre type de conditionnement qu'on appelle le Cholesky, qui est paramétrique. Là, ce sont des taux, des paramètres taux. Et selon qu'on prend taux suivant certaines valeurs, on voit que l'algorithme peut être d'autant plus rapide. On voit que plus le paramètre taux est petit, plus l'algorithme devient rapide. Hein. On le voit, entre taux est égal à 10 puissance moins 1, on a une convergence en, on va dire, 35 itérés. Et pour taux est égal à 10 puissance moins 8, on a une convergence en 4 itérations. Donc, le préconditionnement a pour but ici dans le gradient conjugué vraiment d'accélérer notre algorithme. Ici, on peut le voir lorsqu'on prend aussi notre matrice A2 de conditionnement 400. On voit l'effet du préconditionnement de Cholesky par rapport aux paramètres taux. Hein. Donc, c'est vraiment parfois les outils numériques auxquels il faudrait penser lorsque on essaye d'optimiser une fonction, de trouver son minimum, parfois de façon directe, notamment avec le gradient conjugué. L'algorithme est très lent, cela est dû au conditionnement de la matrice, comme on l'a vu. Et bien de fois, on peut faire recours à un préconditionnement. Et merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas de me poser des questions s'il y en a. Et à très bientôt.